Allez, c'est parti. Alors, bienvenue à tous pour ceux qui nous ont rejoints. Hem, Aujourd'hui, donc nous allons parler encore une fois de l'univers magique du SEO e-commerce. Moi, je suis Pauline Pouzou, SEO stratégiste, chez OnCrawl depuis plus un an et demi maintenant et c'est Isaline qui va aujourd'hui, répondre à vos questions. Donc Isaline, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui avec nous, de prendre le temps de vous former au sujet du e-commerce. Et merci à l'équipe de OnCrawl pour avoir organisé cet événement et m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Je suis consultante SEO et animatrice de podcast. Consultante SEO avec la petite particularité que je m'occupe en particulier de sites multilingues. Donc en général, quand on m'appelle pour un site e-commerce, il est aussi multilingue. Et je suis animatrice de podcast. J'ai lancé mon propre podcast qui s'appelle Walk in SEO, dont l'objectif, c'est de partager les histoires, comprendre comment les gens, nos pairs dans la communauté SEO ont commencé à... Pourquoi est-ce qu'ils et elles ont commencé à travailler dans le SEO, d'où ils viennent, ce qu'ils font. Donc, on aborde différents aspects du SEO. Et puis, je reprends le podcast de la communauté Women in Tech SEO, peut-être que vous le connaissez déjà, dont je serai l'animatrice pendant l'année 2023. Top. Je rappelle qu'il y a un chat de disponible, donc n'hésitez pas à poser vos questions en suivant le reste des questions que je vais poser à Isaline. Merci de ta présentation. Donc, on va enchaîner sur la première question qui est donc sur l'importance de la gestion des produits sur un site e-commerce et comment gérer un catalogue en évolution, les ruptures de stock et les produits qui sont hors stock de manière définitive pour le SEO. Quelle est l'importance de la gestion des produits sur un site e-commerce? Évidemment grande, parce que c'est un site e-commerce. Et là, je vois dans la question, la personne qui a posé cette question, elle a déjà une petite idée de la réponse, parce qu'on dit bien que pour gérer le catalogue du produit, il peut y avoir plusieurs situations possibles. L'une de ces situations, c'est les produits sont en rupture de stock de manière momentanée, ou alors ils sont en rupture de stock définitive, c'est-à-dire les produits ne reviendront pas du tout. Pour vous donner un exemple d'un site internet sur lequel j'ai travaillé, un site internet de vente en ligne de vin du terroir. Par exemple, un vin peut être disponible dans une bouteille de 0,5 ou de 0,75. Et il se peut qu'il y ait plus de bouteilles de 0,5 qui soient disponibles, mais qu'il y ait encore les bouteilles de 0,75. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on avait décidé de faire pour ce client en particulier, c'est qu'on faisait une redirection vers le produit dont il restait encore du stock. Ensuite, c'est parce qu'on savait qu'il restait encore du stock, donc on faisait cette redirection. Maintenant, mettons que dans le domaine du vin, les produits, ils sont annuels, donc il y a chaque fois une saison et chaque année, on a peut-être le même nom de domaine et le même cépage, mais on aura chaque année un nouvel arrivage, si on veut bien. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y aura une rupture de stock des bouteilles de vin, quelle que soit la taille, qui est permanente. Là, je dirais que ça dépend un petit peu de votre client parce que vous pouvez avoir, on aurait pu se dire, ah, c'est le domaine du vin, et sachant que ce domaine fait chaque année les mêmes cépages, on aurait pu dire qu'on réutilise chaque fois la même page. Ça aurait été une solution qui était viable. Mais dans ce cas-là, on a décidé de plutôt utiliser un phénomène de rupture de stock parce qu'il y avait une très grande envie de la part de ce client de donner cette impression de rareté, dans le sens, le vin d'une année à l'autre, il n'est jamais totalement similaire. Donc, il avait vraiment envie qu'il y ait un produit qui soit lié à un cépage, un domaine qui soit lié à une année. Donc, ce qu'on faisait pour un produit qui était définitivement en rupture de stock, parce qu'on savait que ça allait pas être reproduit parce que c'était totalement vendu, sur ces pages, on faisait une sorte de version de 404 absolument
sur mesure, dans le sens qu'on expliquait brièvement ce que je viens de vous dire, que le vin en question de cette année-là n'était plus disponible. Par contre, on avait le stock qui était déjà peut-être là ou qui allait arriver, et là, on donnait une date. Et donc, c'était pas une redirection de la page, mais plutôt on dirigeait les utilisateurs et les utilisatrices vers un stock qui était existant, tout en leur expliquant le phénomène important pour ce client qui était cette idée de rareté de la bouteille et et que vraiment c'est unique chaque année, même si c'est le même domaine et le même cépage. Mais de nouveau, je dirais que ça dépend dans le domaine, par exemple, des habits. On aura peut-être moins cette idée que c'est absolument unique. Donc, on pourrait totalement rester avec un nom de marque et, par exemple, un nom d'article. Sur d'autres sites e-commerce, c'est aussi un processus qui est totalement valide. Qu'est-ce que tu dirais, Pauline? Oui, je suis assez d'accord avec toi. Justement, j'étais en train de penser sur cet aspect aussi de catégorie, de se dire si un produit aujourd'hui n'est plus en stock et il n'a plus de valeur d'un point de vue SEO et il a eu une histoire quand même. Est-ce que toi, d'un point de vue également redirection, c'est des choses que tu trouverais utiles à faire si jamais ce produit-là il n'existe plus depuis quelque temps et on sait qu'il ne va jamais revenir. Donc, faire une redirection vers la catégorie mère pourrait être intéressante, je pense, pour compléter ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de pouvoir le faire. Alors, sur le client dont j'ai en tête, on avait une stratégie où je dirais que ça dépend sur quelle page on essaie d'attirer du trafic. Ça peut être une page catégorie ou ça peut être directement une page produit. Et du coup, si effectivement on essaie de renforcer cette page catégorie, l'idée c'est de mettre la redirection sur la page catégorie. Ça paraît totalement valide aussi comme solution. Tu as déjà eu à le faire en masse ou pas du tout? Non, alors moi, je m'occupe de préférence de produits très localisés. Donc, Okay. le site de production de vin, c'était pas Amazon, hein. Ah oui, C'était d'accord. donc donc on J'imagine. avait quand même un inventaire conséquent, mais c'était pas c'était pas Amazon, non. Parce que oui, je pensais à ça parce que des fois, il y a des sites e-commerce qui, on va dire, gardent en mémoire toutes ces vieilles fiches produits qui ne vont plus vivre et d'un seul coup, ils vont décider de faire des redirections 301 justement vers les catégories mères ou ce genre de choses qui peuvent être intéressantes pour appuyer ces catégories-là et ne plus indexer aussi ces pages-là. Donc ça va favoriser, je pense, une fréquence de crawl assez importante sur les catégories et qu'on peut vérifier d'ailleurs avec OnCrawl pour voir si ce genre de gestion de rupture de stock, en tout cas, fonctionne aussi sur la compréhension Google. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Je répète, n'hésitez pas à poser vos questions en parallèle, je les énoncerai avec plaisir. Il y avait encore une chose Oui. à laquelle je pense par rapport à cette question, c'est oubliez pas d'avoir une stratégie, de penser aussi aux assets qui sont sur la page. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu qui était souvent oublié et je pense surtout des produits qui étaient hors stock de manière permanente, qu'on avait redirigé vers une autre page et en fait, on avait laissé chaque fois toutes les images qui existaient encore le site internet et j'avais trouvé ça chez un client. Il y avait une immense quantité d'URL liées à qui étaient en fait des images de produits qui n'existaient plus. Donc, oubliez pas, il n'y a pas que la page en fait du produit, il y a tout ce qui vit sur cette page. Que quand on nettoie le site, c'est bien de faire ça de manière conséquente, forcément dans toutes les langues, mais aussi avec toutes les ressources qui sont sur la page. Tout à fait d'accord. Alors, je vais passer à la prochaine question. Alors, comment gérer la pagination de mes catégories et leur contenu et le risque de duplicate content qu'il y a derrière ça? Excellente question. Pour la pagination, donc la première chose, c'est de déterminer combien de produits vous allez afficher sur cette page. S'il y aura 15 produits ou 50 produits, à quel point les gens vont devoir scroller.
Aussi, une chose qui est importante, c'est d'avoir toujours un minimum de produits dans une catégorie. Donc, s'il y a une pagination, je pense qu'il y a un minimum de produits, ce qui est une bonne chose. Ce que je recommande, c'est finalement un petit peu quelque chose d'assez similaire à ce qu'on ferait, par exemple, sur un blog WordPress où aussi on a un tag d'une catégorie où il y a plusieurs pages dans ce thème. C'est de mettre une balise, en fait, de canonicaliser la première page et de dire au robot, voici la première page, c'est cette page qui est la plus importante. Et de pas indexer les pages 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne sais pas combien vous en aurez, mais par exemple, mettre une balise meta no index que les robots, ils ont la possibilité de crawler la page, mais qui savent qu'il n'est pas nécessaire de l'indexer. Et tu as déjà eu à faire justement sur cette partie-là de duplicate content assez conséquent avec de la pagination large ou pas du tout? Ouais, ça, j'ai l'impression que c'est comme les assets, comme les ressources d'une page, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez facilement oublié. Autant quand mes clients ils pensent à leur site e-commerce, ils comprennent très bien ce phénomène de catégories, de sous-catégories, et ils y pensent. Autant l'idée de la pagination et de qu'est-ce qui va se passer quand les gens filtrent, si ça crée des URL ou pas, et qu'est-ce qui va se passer avec tous ces URL existants, c'est quelque chose qui est assez facilement oublié. Je comprends tout à fait. Après, quand on arrive à avoir un site e-commerce avec une pagination qui arrive jusqu'à 100, 120, ça peut être assez lourd. Ça dépend, comme tu l'as dit, très bien du nombre de produits qu'on affiche dans notre catégorie. Forcément, il y a toujours une stratégie d'ordonnancement là-dedans. Surtout des produits qui sont plus importants en première page plutôt que d'en mettre des importants en page 40, par exemple. Ça a toute sa logique, mais il ne faut pas oublier, je pense, que toutes les pages de Google, du site e-commerce, doivent être découvertes aussi par Google si les produits derrière ont l'importance. Donc, tout dépend aussi de la stratégie, je pense, comme tu l'as dit, de l'affichage des produits définis, en fait. J'ai par moment moi-même pas mal de clients en e-commerce qui me posent des questions sur cette pagination-là et le risque de duplicate content. Après, si on veut éviter ce risque de duplicate content et que chaque page de pagination a une histoire à raconter, on peut les rendre uniques, mais encore une fois, ça dépend, je pense, du volume de pages et du volume de produits et des produits qui sont importants, en tout cas, à l'affichage. Je pense qu'il y a aussi un risque de duplicate content. J'ai vu ça surtout pour l'un de mes clients B2B qui avait des produits industriels et il n'y avait pas la volonté d'engager quelqu'un qui faisait la rédaction de contenu et il reprenait c'était une entreprise qui était revendeur national pour des produits qui étaient européens. Et donc, les fournisseurs avaient des catalogues européens avec des descriptions de produits. Et en fait, mon client n'avait pas la volonté de faire du contenu unique pour ces produits qui étaient revendus en Suisse sur son site internet, son nom de domaine. Et ça devenait assez problématique quand il y a des autres personnes qui vendent les mêmes produits en France, en français, ou même les fournisseurs européens qui ont un site .com. Donc ça, c'est un risque de duplicate content que j'ai vu assez quand il n'y a pas ou très peu de budget pour faire du contenu unique. Tout à fait, oui. C'est le risque souvent quand on n'a pas de budget sur cette partie-là, qui est malheureusement souvent appliquée. En plus, en B2C ou B2B, des fois, on a deux sites un petit peu distincts, mais au final, on a exactement le même contenu parce que c'est le même produit, mais c'est pas le même public, donc il faut savoir adapter son contenu. Ensuite, donc je vois, il n'y a pas de questions pour le moment. Je vais avancer. Hop. Prochaine question. Est-il essentiel de rattacher un blog à mon site e-commerce? C'est difficile, pour moi, c'est difficile de donner une réponse directe. Je dirais que ça dépend de
ça dépend vraiment du client et de la concurrence. Je pense en particulier à un client pour lequel j'ai travaillé qui avait un vaste choix de produits, mais qui avait l'intention de vraiment en vendre qu'une gamme. Il y avait vraiment une gamme qui était importante pour lui pour des raisons économiques variées. Et donc, pour lui, c'était plus important de s'occuper que de ses produits et développer un blog qui explique, qui explique les solutions que cette gamme-là de produits, les solutions que cette gamme de produits apporte. Et donc, pour lui, c'était pas très important d'optimiser les autres produits des autres gammes. Mais évidemment, pour lui, ça fonctionnait bien. Mais si on est face à des clients qui veulent vendre tous leurs produits, qu'il n'y a pas une gamme, je dirais qu'il faut réfléchir à comment on va investir les ressources parce que il faudrait pas laisser tomber des produits pour faire un blog. De manière générale, j'ai envie de dire, c'est plus important d'optimiser les pages produits, qu'elles aient au moins des titres uniques, une petite description et des spécificités. Mais vous pouvez vous trouver face à un client comme le mien qui, en fait, veut montrer qu'il fait tout, mais veut vendre qu'une petite partie de son inventaire. Donc, à discuter. Je suis assez d'accord avec toi aussi pour revenir sur la partie business. C'est important justement de se focaliser sur les fiches produits et de ne pas les oublier. Maintenant, avoir un blog peut permettre de compléter, je dirais, un site, mais ça revient aussi à une notion de ressources. Il faut de la ressource pour pouvoir continuer à créer du contenu sur ce type de produit-là. Et si on veut présenter l'ensemble de ces produits, encore une fois, d'une manière différente dans un blog, il faut qu'il y ait une stratégie quand même à part entière. J'aurais tendance aussi à dire que il faut que le blog, par rapport au produit ou l'ensemble de l'univers du site, réponde à une certaine intention de recherche, parce que la fiche produit en tant que telle répond à un besoin d'achat. Maintenant, il y a du contenu sur la fiche produit. Il ne faut pas qu'il soit dupliqué justement sur l'aspect blog. Et on doit avoir une histoire à raconter côté blog qui doit être différente de la fiche produit. Et c'est là où ça doit se compléter. Je pense que c'est une affaire assez complexe pour l'ensemble des e-commerçants de ne pas faire ce dupliqué de content-là et comprendre vraiment, en tout cas, l'intention de recherche et le rapport. Parce que si ça rapporte des visites SEO, il ne faut pas oublier que ça doit être une valeur de conversion à la fin, en tout cas vers le produit, je pense. Je dirais que de manière générale, pour donner un exemple sur un site du domaine automobile sur lequel je travaille, les fiches produits, elles se rattachent à un nom très précis de véhicule et les articles du blog, ils vont s'attacher à des choses plus générales. Quelle est la voiture la plus économique? Quelle est la meilleure voiture familiale? Quel est le meilleur break pour aller en montagne ou des choses comme ça. Donc, de manière générale, vous pouvez reconnaître ces mots-clés en sachant que dans le tunnel de vente, vous allez vers quelque chose de toujours plus précis. Et quand vous faites votre recherche de mots-clés, ce qui va être le nom très précis d'un produit, dans le cas de ce client, c'est la marque d'une voiture, d'un modèle de voiture même, je dirais. Et ce qui est avant dans le tunnel de vente, c'est des questions plus générales qui sont plutôt par rapport au segment, un break versus un SUV et une utilisation, voiture citadine versus voiture pour la montagne ou voiture familiale, voiture pour jeunes conductrices et jeunes conducteurs ou des choses comme ça. Tout à fait. Alors, je vois qu'il y a une question sur la partie précédente qui était au sujet du duplicate content. Richard nous demande, est-ce que la navigation en facettes élimine vraiment le contenu dupliqué? La navigation en facettes, c'est les filtres. Hein. Oui. Alors, la gestion des filtres, c'est pas facile parce que ça peut être souvent implémenté, ça faux et ça amène pas mal de complexité. Donc, normalement,
En fait, il faudrait que vous réfléchissiez si certains des filtres qui existent, entre guillemets, ils valent la peine d'être indexés, ou si tous les filtres, vous vous dites ah non, ça va juste multiplier les URL et ça vaut pas la peine d'être indexé. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça et vous demander si vous implémentez quelque chose, est-ce que vous êtes en train de résoudre un problème ou vous êtes en train d'ajouter de la complexité supplémentaire. Pour vous donner un exemple, si je reviens au site B2B sur lequel j'ai travaillé, qui avait des produits et des fournisseurs européens et qui faisait des produits pour la vente nationale, il y avait sur ce site internet, typiquement, quand je suis arrivée, il y avait énormément de filtres qui étaient indexés et finalement, il y avait un peu toujours les mêmes produits parce que c'était des produits typiquement des produits électriques avec des puissances et c'était le même produit mais il y avait juste la puissance qui changeait et finalement, ou bien l'accrochage, donc c'est un montage au mur, un montage au plafond, un montage dehors, extérieur, intérieur. Et typiquement, ça faisait énormément de duplicate content et énormément d'URL indexés qui étaient avec des paramètres. Et pour eux, ça a été beaucoup plus simple de, entre guillemets, nettoyer en se disant simplement, OK, parce que la difficulté, c'est qu'en fait, les filtres, c'est pas seulement, j'aurais voulu dire, ah, on indexe que le premier niveau de filtre. Mais en fait, tous les filtres peuvent être un premier niveau de filtre et on peut ensuite, l'ordre dans lequel on les met, ça fait chaque fois un URL différent. Donc, si je mets intérieur, montage sur un mur et une puissance, ou bien si je mets d'abord la puissance, ensuite le montage sur le mur et ensuite intérieur, ça fait de nouveau un URL différent. Donc, dans ce cas-là, j'avais pas un dev qui pouvait faire quelque chose de trop complexe. Donc, pour ce client, ça a été plus simple de se dire, OK, on va se focaliser sur les catégories, les sous-catégories, les produits. Et on va simplement pas indexer les filtres. Et ça, c'est ce qui a le plus aidé et résolu ce problème de duplicate content et de multiplication des URL qui était finalement infini. Mais il est possible que vous ayez des clients dans le cas où, admettons que tout le monde voulait montage au mur. Et du coup, ça aurait pu être intéressant d'indexer en particulier juste le montage au mur. Donc, réfléchir, il peut y avoir des cas particuliers, je dirais, selon l'inventaire de nouveau, selon les volumes de recherche. Mais je crois que le plus, enfin, personnellement, je préfère aller vers une solution simple d'implémentation technique, voir comment ça fonctionne et ajouter de la complexité pas à pas si je vois que ça donne pas les résultats espérés. Je te rejoins là-dessus et il faut éviter cette complexité-là pour pas se tromper, je dirais, et éviter des problèmes techniques qui peuvent être lourds par la suite. La navigation avec ces filtres-là, en général, quand ils sont multipliés, quand on a plein de typologies de produits et qu'on veut quand même être indexé, il faut aller du coup dans un contenu qui est différent et qui va tendre potentiellement vers une nouvelle page. Par exemple, si on cherche une machine à café d'une couleur particulière, si c'est la machine à café rouge, parce que machine à café rouge est un mot-clé qui est aussi qui permet d'avoir un nouveau volume de recherche, enfin qui est important en tout cas dans le volume de recherche, ça peut être potentiellement intéressant d'en créer une page et de se servir des filtres pour créer des landing pages spécifiques et éviter cette duplicate content à cause des filtres. Donc ça permet aussi en tout cas de vérifier si il y a un volume de recherche intéressant quand on a plus de filtres qu'un autre utilisé et tendre vers une nouvelle landing page qui sera complémentaire avec une autre histoire à raconter sur la page qui va éviter ce duplicate content-là. J'espère que nous avons répondu à ta question, Richard. Alors, ensuite, je vais revenir sur la question suivante qu'on a besoin de faire. Et une autre question qui est un petit peu plus une histoire, je dirais. Donc, c'est racontez-nous votre histoire préférée de réussite sur un site e-commerce. Je pense que mon histoire favorite, c'est celle de ce client B2B pour lequel finalement, il a été essentiel de faire du nettoyage, donc de réfléchir
de manière intentionnelle quels sont les URL qu'on souhaite vraiment indexer et quels sont ceux dont on n'a de toute façon pas les ressources d'optimiser ou pour lesquels on n'a de toute façon pas les ressources de produire du contenu et de faire cette stratégie d'indexation pour lui et ensuite de faire un calendrier d'optimisation, cette fois vraiment des produits et d'écrire, et là vous allez rire, mais c'était écrire pour chaque produit un H1, un titre 1 unique qui n'était pas le titre 1 du catalogue en fait, qui était un vrai titre 1 par rapport au nom du produit tel qu'il est recherché en Suisse et pas par rapport au nom du produit tel qu'il était recherché en France. Et ça a fait vraiment une énorme différence pour ce client, simplement d'ajouter un contenu. Et on a ajouté finalement un titre 1 unique et puis 3 lignes de texte juste pour dire ceci est un qui sert à. Et finalement, juste cette petite différence au niveau du contenu, elle fait de vraiment nettoyer, enfin, d'indiquer de manière intentionnelle au moteur de recherche, ça c'était indexé, ça c'est pas indexé. Ça nous a permis d'avoir moins d'URL, mais des URL qui ont été beaucoup plus forts. Ok. Bon, je vais en raconter une rapidement de mon côté. Moi, j'adore les balises canoniques et le contenu dupliqué, justement, avec les catégories. Donc, j'ai eu un travail assez intense à faire et ce qu'il ne faut pas négliger dans ce genre de sujet, c'est les cahiers des charges quand on travaille avec les développeurs. C'est très, très important pour éviter toutes les contre-indications, je dirais. Donc, c'est un travail long, surtout sur les balises canoniques, choisir pourquoi on les met et ne pas les ajouter pour rien, parce qu'elles ont une fonction. Et donc, il y a tout ce travail en amont que j'ai adoré faire juste pour comprendre en fait leur valeur et le poids qu'elles pouvaient avoir, que ce soit sur les catégories ou des pages marques ou des pages liées au blog, etc. Je vous conseille vraiment de prendre du recul là-dessus et de pouvoir faire des cahiers des charges impactants et qui parlent aux développeurs, en tout cas. Nous avons une question. Peut-on avoir le support de présentation PDF et un replay ? Oui, ça, je pense que ça sera possible juste après la session où Anna va nous répondre. Voilà, tout à fait, bien sûr. Là, nous avons terminé. Il me semble qu'il n'y avait pas d'autres questions dans le chat, en tout cas. S'il y a une question qui vient de tomber, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, car je suis justement dans le domaine du vin. Lors d'un changement de millésime, que conseillez-vous en termes SEO ? Écraser la page produit existante en mettant à jour des données ou désactiver le millésime désuet en redirigeant vers le nouveau millésime ? Alors, ça, c'est vraiment une question à voir. Je pense que les deux solutions sont valides et c'est vraiment quelque chose à discuter avec votre client. Dans le cas de mon client, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important pour eux que la date soit mentionnée partout, enfin que l'année du millésime soit mentionnée partout. Et donc, on a choisi de ne pas écraser la page. Donc, ça veut dire qu'on n'avait pas, si on n'avait pas le nom de domaine avec le cépage, par exemple, on avait toujours une mention du millésime de l'année, donc c'était hyper important. Mais je pense que c'est valide d'avoir juste, on pourrait dire, le nom du domaine et le cépage, ce qui arrive assez souvent, et de juste, entre guillemets, renouveler cette page et peut-être d'avoir un petit menu déroulant où on peut sélectionner l'année de la bouteille, par exemple. Je pense que c'est une question. Il y a des pour et des contre dans les deux situations. Donc, j'arrive pas à vous dire une solution est meilleure que la vôtre. Je pense que ça dépend de. J'ai vu qu'il y a des grands magasins, un peu plus, qui sont plus des grands revendeurs de vin et grands magasins. Eux, ils ont vraiment cette stratégie nom de domaine, cépage, et puis il y a un menu où on peut choisir l'année, et puis c'est grisé
quand le stock d'une année en particulier est terminé, par exemple. Mais pour mon client en particulier qui était plus petit, pour eux, c'était plus important qu'il y ait mention de ces pages, et quand vraiment il n'y avait plus de stock de l'année précédente, on faisait on mettait hors ligne et on faisait une redirection vers le nouveau stock. Mais ça dépend aussi, par exemple, si certains vins ont des prix. Par exemple, on n'a pas forcément les mêmes prix chaque année. Donc, si c'est un vin qui a des prix ou des labels de qualité, on n'a pas forcément le label qualité sur chaque saison, chaque année. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes informations. Donc, à voir avec votre client et puis avoir un peu quels sont les arguments de vente qu'il souhaite mettre en avant. Si ces arguments de vente du millésime, des labels de qualité, des éventuels prix, c'est vraiment très important. Dans ce cas-là, c'est peut-être mieux d'avoir une page chaque année plutôt qu'avoir une page générale, nom de domaine, cépage, disons. Très bien. Merci beaucoup, Isaline, d'avoir répondu à l'ensemble des questions. J'espère que la session vous a plu et n'hésitez pas à vous inscrire pour les autres sessions du 13 et du 20 décembre qui seront en anglais. On vous y attend nombreux. Merci d'avoir été là. Merci pour vos questions. Et si vous avez d'autres questions, je vous réponds volontiers. Si vous êtes sur Twitter, par exemple, ou sur LinkedIn, n'hésitez pas. J'ai aussi réuni quelques articles qui m'ont beaucoup aidé, que je publierai sur Twitter tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on répond volontiers.